sont des séances qui ont été surtout consacrées aux humanités et philosophie. Aujourd'hui, on a quelque chose de différent. C'est un autre élève qui va nous parler cette fois-ci du stress et de son rapport avec le système nerveux. Et donc, c'est très intéressant de voir le lien entre les matières, entre les domaines. Les connaissances ne sont pas des cases qui sont enfermées, il y a des moyens de faire des intertextes et des relations. Donc la connaissance, c'est un grand arbre avec plusieurs branches, mais il y a un tronc principal qui tient tout ça. Donc en fait, ce matin, c'est Raphaël Desroches qui va nous parler du système nerveux et du stress. La majorité des animaux sont constitués d'un système nerveux. Celui-ci leur permettant d'avoir un contrôle et de réguler certaines fonctions essentielles de l'organisme. L'intellect, la mobilité, l'équilibre, la perception, le goût, le toucher, l'odorat et la vue et tout ça. Mais le système nerveux est divisé en deux grandes classes, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central est composé de l'encéphale et de la moelle épinière, alors que le système nerveux périphérique est constitué des nerfs. Le système nerveux central donne les informations, il reçoit, traite les informations et donne les ordres, et le système nerveux périphérique les amène aux différents organes qui devront accomplir cette action. Bon, pour vous donner un peu plus d'informations, l'encéphale est composé lui-même du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral. Donc, il faut savoir que le système nerveux, tout comme tous nos différents organes et tout ça, complexes qu'ils sont formés de cellules. Et le système nerveux est composé de deux grandes catégories de cellules. Les cellules gliales et les cellules nerveuses, autrement appelées les neurones. Les neurones sont ceux qui vont traiter les informations et vont les faire passer et les transmettre de manière que nous allons voir plus loin. Et alors que les cellules gliales, elles, vont supporter les neurones. Comment? Certaines d'entre elles, ce qu'on appelle les microgliales, vont permettre la défense immunitaire du système nerveux, alors que les macrogliales vont permettre de structurer, de nourrir et de protéger les neurones. Maintenant, un neurone. On peut penser que le neurone est ce qui constitue majoritairement le système nerveux. Or, comme je l'avais dit, c'est tout à fait le contraire. Et les neurones représentent de 10 à 50% du système nerveux, alors que les cellules gliales, elles, représentent de 50 à 90% du système nerveux. Mais ça s'explique parce que les neurones, étant des cellules extrêmement spécialisées de l'organisme, n'ont pas la capacité de se répliquer. Alors que les cellules gliales, elles, ont la capacité de se répliquer. Donc, au cours de votre vie, elles se multiplient. Voilà. Donc, le neurone est, comme vous le voyez, une cellule très complexe, pas forcément très grande, mais très complexe. Elle est composée d'un corps cellulaire, comme vous le voyez là. Et le corps cellulaire, si vous savez, vous avez des cellules en temps normal qui ont le cytoplasme et le noyau. Bon, le corps cellulaire est principalement démontré avec le noyau parce que en réalité les dendrites tout comme les axones sont un prolongement de ce corps cellulaire. Les dendrites servent à recevoir les informations, à interagir avec les autres neurones, alors que l'axone lui permet le passage de l'information reçue vers l'arbre terminal, qu'on appelle ça, au niveau des terminaisons axonales qui vont faire passer les messages au niveau des synapses, ou autrement appelé les boutons synaptiques. Maintenant, comment ça fonctionne avec les synapses? Lorsque le message nerveux passe par l'axone, arrivé aux synapses, comme vous voyez là, il y a un creux. Donc, le message qui est généralement électrique ne peut pas
traverser sans rien. Donc, nous avons la transformation de ces messages électriques en messages chimiques, qui sont les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs vont passer donc à travers cette fente synaptique, comme on l'appelle, et vont aller se déposer au niveau des récepteurs. Il faut savoir que les récepteurs sont spécifiques. Chaque neurotransmetteur va aller à son récepteur spécifique pour pouvoir accomplir la tâche qu'il a à accomplir, faire passer le nouveau message par rapport à l'autre neurone. Donc, en général, lorsqu'on a une information qui nous vient et qu'on essaie de réagir volontairement, c'est comme ça que ça se passe. Et je vous donne une nouvelle information. L'encéphale est celui qui nous permet, c'est celui qui s'occupe des différentes activités qui sont volontaires, alors que la moelle épinière, c'est pour les réflexes. Donc, pour le réflexe, comment que ça se passe? Lorsque un muscle est incité par un stimulus, eh bien, nous avons un nerf sensitif, le nerf sensitif qui reçoit le message, qui l'amène. Vous pouvez voir que ça a la forme d'un vertèbre, parce que c'est à l'intérieur des vertèbres que se trouve la moelle épinière. Donc, le stimulus va engendrer un message sensitif qui va passer par le nerf sensitif et l'amener au niveau de la moelle épinière. Et cette moelle épinière va le traiter et va donner la réaction qu'il faut avoir sans notre décision. C'est un réflexe. Et la réaction qu'il faudra avoir va passer par les nerfs moteurs pour dire quelle action qu'on va avoir à faire. Donc, c'est face au stimulus, comme par exemple si nous frappons au-dessus de notre genou, le tendon qui rattache les muscles aux os, eh bien, le tendon qui reçoit l'information va faire passer le message par le nerf sensitif. Et puis, de ce fait-là, il va y avoir la majorité du temps, une détente d'un muscle et la contraction de notre muscle qu'on dit antagoniste. Donc, les réflexes se passent comme ça. Mais il faut savoir que toutes ces informations-là ne se passent pas aussi longuement qu'on parle, mais en 1/100 de seconde la majeure partie du temps. Bien. Maintenant, nous allons prendre un exemple spécifique. Comment l'organisme, le système nerveux réagit par rapport au stress. On distingue deux types de stress. Le stress aigu et le stress chronique. Et à savoir que le stress n'est pas, comme on le pense, une émotion ou une simple sensation, mais ces sensations-là sont en réalité une diversité de parties du système nerveux et de l'organisme qui sont mobilisées pour permettre l'adaptabilité du corps, de l'organisme face à ce qu'on appelle l'agent stresseur. Donc, et maintenant parlons un peu du stress aigu. Le stress aigu est séparé en deux grandes catégories, deux moments différents du stress aigu. Le stress aigu, il faut savoir, n'est pas mauvais. Comme par exemple, je suis stressé, mais le fait que je sois stressé et qu'on peut parler d'un stress aigu peut me permettre de surmonter, d'avoir plus de ressources pour pouvoir faire ce que je pensais ne pas pouvoir faire. Donc, c'est ce que le stress aigu fait. Donc, la première réponse du stress aigu, face à l'agent stresseur, nous allons avoir les amygdales cérébraux qui vont recevoir l'information et par la même occasion engendrer un message nerveux. Ce message nerveux qui va passer par les différents processus qu'on a vus, c'est-à-dire par les axones, les synapses, les messages et tout ça, jusqu'à arriver à la glande surrénale. Comme vous le voyez, c'est au-dessus des reins, c'est pour ça qu'on appelle les glandes surrénales. Cependant, c'est dans une partie spécifique de la glande surrénale, le médulo-surrénal. Donc, au niveau de la médulo-surrénale,
nous allons avoir la libération d'un nouveau message, mais cette fois hormonal, qui est l'adrénaline. Donc, nous allons avoir la libération de l'adrénaline. Donc, la libération de l'adrénaline va permettre l'augmentation de la fréquence cardiaque, l'augmentation de la fréquence ventilatoire. Nous allons respirer de plus en plus rapidement et nous allons aussi avoir la libération de glucose dans le sang. Le glucose est celui qui nous permet d'avoir l'énergie, il faut le savoir. C'est la principale source d'énergie de l'organisme. Donc, c'est ça qui se passe dans la première réponse au stress aigu. Maintenant, la deuxième réponse, qui est un peu plus tardive au stress aigu, ce sera la libération du cortisol. Donc, comment que ça se passe? Avec le stress aigu qui continue, nous allons avoir l'hypothalamus qui sera incité. L'hypothalamus va permettre le passage d'un message hormonal qui s'appelle le CRH et ce CRH-là va arriver à l'hypophyse. Et arrivé à l'hypophyse, nous allons avoir un nouveau message hormonal qui s'appelle l'ACTH qui va passer par le nerf qu'on appelle nerf splanchnique jusqu'à la glande surrénale à nouveau. Cependant, cette fois, pas la médulo-surrénale, mais le cortico-surrénal, qui est la partie supérieure, comme vous pouvez le voir là. Donc, nous avons le cortico et le médulo-surrénal. Et au niveau de la cortico-surrénale, nous allons avoir la libération justement de cortisol. Donc, la libération de cortisol va ralentir le système immunitaire, et on va en parler un petit peu, et va faciliter la libération de glucose. Et cependant, le corps ne va pas continuer perpétuellement à produire et à dégager cette quantité de cortisol tout le temps. Lorsque le cortisol retourne à l'hypothalamus, nous avons ce qu'on appelle le rétrocontrôle négatif. Le rétrocontrôle négatif, c'est l'organisme qui retourne à son état initial. C'est ce qu'on appelle la résilience de l'organisme. Et donc, ça, c'est ce qui se passe lors d'un stress aigu. Maintenant, face à un stress qui est continu, qui veut dire que les agents stresseurs se multiplient et qu'on est affecté perpétuellement par les agents stresseurs, on va avoir ce qu'on appelle le stress chronique. Le stress chronique, lui, contrairement au stress aigu, n'est pas vraiment bon pour l'organisme. Et parce que face à un stress chronique, le système d'adaptation dont nous venons de parler de l'organisme et l'adaptation de l'organisme face à un agent stresseur, ce système-là va être débordé. Et face à cela, nous allons avoir la résilience du corps. Le système nerveux va, comme on pourrait dire, va laisser tomber, va arrêter d'essayer de retourner à l'état initial. Donc, ce faisant, nous allons avoir une libération continue de cortisol. Cependant, comme nous avions vu, le système immunitaire, lorsque le cortisol est libéré, est affaibli. Ce faisant, nous allons être plus adeptes à prendre des maladies, que ce soit virales ou des microbes. Et comme nous le voyons là, nous risquons d'avoir des maladies cardiovasculaires. Parce que nous allons avoir de l'hypertension artérielle, notre tension va augmenter de façon continue, ce qui n'est pas très bon pour l'organisme. Nous allons avoir l'augmentation de glycémie, et vous devez savoir que la glycémie est le taux de sucre dans le sang qui n'est pas supposé, dans l'état à jeun, dépasser 1 gramme par litre. Mais l'augmentation de la glycémie peut provoquer divers problèmes. Nous allons avoir des problèmes digestifs et nous pouvons voir lorsqu'on est trop stressé, nous n'avons plus envie de manger ou bien nous avons des diarrhées et des vomissements et tout ça. C'est justement parce que le système digestif est affecté lorsque le cortisol est perpétuellement sécrété. Et nous allons avoir des problèmes nerveux. Les problèmes nerveux.
quel est ce problème? Nous avons ce qu'on appelle la plasticité maladaptative du cerveau. Mais avant de parler de la plasticité maladaptative du cerveau, nous allons voir ce qu'est la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est la capacité qu'a le cerveau de mobiliser de nouvelles connexions neuronales pour pouvoir faire une activité ou mémoriser certaines choses. Parce que, et comme Papy l'avait dit, ce qui nous permet de mémoriser, de maîtriser certaines choses, ce sont les différentes connexions neuronales qui se passent dans notre cerveau. Comme je vous avais montré, le neurone est rempli de dendrites. C'est dendrites-là qui lui permet de faire différentes connexions. Bien. Maintenant, la plasticité cérébrale est aussi le fait que si quelqu'un avait l'habitude de faire une activité, prenons l'exemple d'une personne qui joue au piano. S'il a l'habitude de jouer au piano et d'un coup, il n'a plus sa main, le cerveau ne va pas garder ses connexions pour rien. Il va prendre ses neurones pour aller et gérer d'autres choses. Je vais vous donner un exemple pour mieux vous expliquer. Si justement ce pianiste, on lui coupe sa main, comme par exemple, les connexions qui étaient là, qui lui permettaient d'avoir une bonne dextérité, une bonne maîtrise de ses mains, ne seront plus mobilisées. Et qu'est-ce qui va se passer? Si maintenant il se met à chanter, ça sera mobilisé pour qu'il puisse pouvoir mieux maîtriser ses cordes vocales. Ça veut dire que vos neurones ne restent pas sans rien faire, même lorsque un accident arrive. Cependant, la plasticité maladaptative, comme on le dit, c'est maladaptative. Face à un stress, nous allons avoir une dégradation de certains neurones, notamment dans le cortex préfrontal, et qui ne vont pas se mobiliser pour faire de nouvelles bonnes activités ou quoi que ce soit de ce genre. Donc la plasticité maladaptative va réduire sur notre intellect, notre capacité à apprendre et tout ça. Bien. Maintenant, comment se battre contre ce stress chronique? Parce que dans ce monde où nous vivons, nous sommes souvent confrontés à des stress continus et perpétuels, notamment seulement lorsque, pour certaines personnes, prendre dans un blocus, c'est un stress. Nous vivons en Haïti, le blocus est pratiquement tout le temps là. Nous sommes souvent face à des agents stresseurs, ce qui peut nous faire tomber, qui peut nous mettre dans l'état de stress chronique. Mais grâce aux avancées scientifiques, nous avons pu faire des médicaments pour pouvoir, je pourrais dire, combattre le stress chronique. Mais nous allons voir comment ça se passe. Et là, donc, nous pouvons voir comme ici, il y a deux méthodes qui sont proposées lorsqu'on est face à un stress chronique, la méthode médicamenteuse et la méthode non médicamenteuse. Donc, la méthode médicamenteuse, je prends un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. La méthode médicamenteuse, c'est la molécule la plus utilisée, c'est le benzodiazépine. Le benzodiazépine, comment il fonctionne? En fait, il va permettre la création de ce qu'on appelle les GABA. Et comme nous l'avons vu plus haut, le GABA est un neurotransmetteur. Lorsqu'un neurotransmetteur arrive au niveau de son récepteur, une autre action est entreprise au niveau de l'autre neurone. Alors, lorsque nous avalons le benzodiazépine, ce qui se passe, c'est que nous avons une augmentation du GABA. Et le GABA, en temps normal, est là pour je pourrais dire, relaxer les neurones en permettant l'entrée des ions chlorure à l'intérieur des neurones. Donc, lorsque le GABA tombe sur les neurorécepteurs, eh bien, il y a ouverture qui permet la rentrée des ions chlorure, ce qui va permettre la détente du neurone. Parce que, comme je l'avais dit, tout se passe par rapport à des messages électriques et chimiques. Donc, maintenant, la méthode non médicamenteuse, ça peut être la pratique d'un sport, d'un art ou d'une méditation qui nous permettrait, comme qui dirait, de libérer les énergies qui nous pèsent.
par un sport, les différentes activités qui nous font nous dépenser et parfois changer d'idée, l'art aussi, et la méditation qui nous permet de nous concentrer sur autre chose. Merci. Alors, vous voyez comment ce qui est important quand on veut le projet d'école que nous avons, c'est toujours permettre à nos enfants, quel que soit les domaines, que ce soit en humanité, en philosophie, en mathématiques ou en SVT, de pouvoir vraiment produire des connaissances. Et on a eu là une démonstration assez brillante et convaincante de la maîtrise justement du sujet par un élève de philo que je vois déjà dans le futur, quelque part dans une spécialisation quelconque, même si tu es archevêque. En tout cas, de toute façon, on va passer rapidement à des questions, puisque la directrice a son timing. Alors, bien sûr, chérie. Tu as commencé à parler des types de stress qu'il y avait, mais je ne t'ai pas entendu définir le stress. En fait, Tu pourrais, oui, le stress, ce sont les différents mécanismes qu'entreprenne l'organisme pour s'adapter face à l'agent stresseur. Je l'ai démontré justement, et notamment lorsque les amygdales permettent ce passage de l'information, eh bien, c'est pour s'adapter face à cet agent stresseur en libérant l'adrénaline. Ou bien lorsque nous avons la libération du cortisol. Donc le stress, en gros, c'est l'adaptation c'est les différents mécanismes d'adaptation de l'organisme. Et c'est très différent de l'anxiété. L'anxiété, le stress amène l'anxiété. Mais le stress n'est pas l'anxiété. L'anxiété, c'est comment on pourrait dire, une peur qui n'est pas... Parfois inconnue. Oui, voilà. Oui, monsieur. Raphaël, Oui. comme je suis un peu arrivé en retard, j'étais en classe, mais quelque part j'ai entendu dire que quand vous êtes stressé, il est conseillé de prendre quelque chose de sucré. Est-ce que cela a un impact vraiment sur le stress et pourquoi? Alors, il faut savoir que le cerveau est un gros consommateur de glucose. Et il faut savoir que lorsque on prend du sucre, premièrement, le cerveau sécrète quelque chose qui nous donne du bonheur, premièrement. Et deuxièmement, nous avons vu que la libération de glucose nous permet de pouvoir mieux réagir. Or, le sucre a du glucose. Finit par se transformer en glucose après la digestion. Donc, ce glucose-là permet de mieux mobiliser notre organisme. Donc, ça a deux fonctions différentes qui sont bénéfiques. Une question, c'est tellement intéressant, elle nous permet de prendre quelque chose. Est-ce que, Kelly, voilà. Raphaël, merci pour l'exposé. La question que j'ai, c'est concernant la neuroplasticité. Tu as pris un exemple intéressant pour expliquer que les neurones sont toujours recrutés. Une fois que tu formes des neurones, même si tu ne les utilises plus pour une fonction, par exemple comme jouer le piano, etc., ces neurones-là sont recrutés pour faire autre chose. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le cerveau, tu peux perpétuellement faire des connexions parce que tu peux apprendre à jouer le piano, à faire l'équitation, à faire de la boxe, à apprendre un nouveau sujet intellectuel, etc., etc. Apprendre une nouvelle langue, apprendre 5 nouvelles langues. Donc maintenant, où est-ce qu'on trouve ce puits-là de neurones pour... Ce sont des connexions. Ce n'est pas le nombre de neurones qui augmente, mais les connexions neuronales. C'est-à-dire à chaque chose que l'on apprend, c'est une nouvelle connexion qui se fait avec les autres neurones qui nous permet de pratiquer, je pourrais dire. Et c'est pour ça qu'on dit que quand tu révises, tu es en train de solidifier la connexion. Tout à fait. C'est comme l'alphabet, avec 26 lettres, mais tu peux écrire des tas de livres. Avec différents agissements. Voilà. Cédric. Oui, est-ce que les méthodes médicamenteuses marchent tout le temps?
Je n'ai pas encore entendu parler du fait que ça n'ait pas marché. Je sais que ça peut avoir des effets négatifs. C'est pour ça qu'il faut avoir un suivi quand on les prend. Mais que ça ne marche pas, je pense avec la libération de cette molécule qui permet la détente de l'organisme, c'est pas comme certains médicaments, qu'on apporte cette molécule, elle permet la sécrétion de cette molécule, elle l'accentue. Donc, je ne pense pas qu'elle ne marche pas. Parfois, ça prend beaucoup de temps avant de Oui. marcher aussi. Par exemple, il y a des médicaments qui sont des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, par exemple. Ces médicaments-là, en général, ne marchent pas pendant les 2 premières semaines. Ça prend un temps à l'organisme de retrouver un équilibre, parce que tu as introduit une nouvelle molécule maintenant. L'organisme doit retrouver un équilibre avant que ça marche. Donc, parfois, les par exemple, si on parle de dépression ou d'anxiété, les antidépresseurs parfois prennent 1 mois avant de marcher, ou 6 semaines avant de marcher. Il y a Olivier. Donc, après ce que Kitty vient de dire, d'après toi, Raphaël, la méthode médicamenteuse et la méthode non médicamenteuse, laquelle est plus favorable pour le corps? Ok, avant ça, et tu peux revenir à la question, il y a M. Richardson. Oui, alors je voulais souligner en ce qui concerne la consommation des médicaments que c'est vrai que ça marche, mais une consommation continue peut devenir abusive. Et lorsque ça devient abusif, le système sur le plan des médiateurs, des neuromédiateurs, le système peut se trouver dans une impasse. C'est-à-dire le système est sollicité beaucoup trop, pendant trop longtemps, et maintenant il arrive que ça peut ne pas marcher. Donc on tombe dans ce qu'on appelle la dépendance. Ça veut dire que la personne est obligée d'en prendre, mais ça n'arrive pas à lui donner justement les effets escomptés. Oui, Donc, ça arrive pour les gens qui ont de fortes migraines, qui parfois sont obligés de prendre des médicaments de plus en plus forts. Oui. Quand il y a des résistances qui se font, etc. Ça peut arriver effectivement. Mais je pense que tu as une question sur la méthode médicamenteuse. Oui, bon, la méthode médicamenteuse, comment je pourrais dire ça? Certaines personnes préfèrent des méthodes naturelles, qui veut dire par nous-mêmes qu'on essaie de nous libérer de ces différentes énergies qui sont pas très bonnes pour nous. Mais cependant, parfois, comme dit Papi, on n'a pas le choix parce qu'on n'est pas... Et méditer, si on prend l'exemple de méditer, une méditation, franchement, il faut avoir une capacité de concentration extraordinaire. Or, tout le monde n'a pas cette capacité. On pourrait dire qu'il devrait pratiquer un art. Mais l'art, il faut l'apprendre, et ensuite le pratiquer. Il faut du temps pour ça. Et il y a différents facteurs qui peuvent rentrer en jeu qui fait qu'on ne puisse pas utiliser les méthodes non médicamenteuses et qu'on utilise les méthodes médicamenteuses. Et Kitty? Pour ajouter à ce que Raphaël disait, je pense qu'il y a un équilibre à faire. Par exemple, c'est possible, si la situation est extrêmement difficile, on commence avec le médicament, parce que c'est une urgence, tu vois. Il faut rétablir un équilibre du cerveau, par exemple. Et puis, au fur et à mesure, avec un suivi bien entendu psychologique, etc., et on commence à faire une transition vers les méthodes physiques, ou bien pratique de l'art, ou bien la méditation, etc. Et puis maintenant, une fois qu'on est plus sur le médicament, on peut continuer avec ces méthodes-là. Mais tu peux réfléchir à ça comme si tu faisais une rééducation. Mais avant, parfois, tu as besoin de béquilles. Okay? Donc la méthode médicamenteuse est parfois nécessaire pour rapidement donner l'équilibre au cerveau. Et puis ensuite, on l'aide à transiter vers quelque chose de différent. Je n'aime pas dire naturel parce que je suis chimiste, tout est naturel. Ok, alors, M. Je voulais souligner concernant la méditation qu'il y a des mesures de prudence que quelqu'un qui s'intéresse à la méditation devrait prendre, puisque
c'est difficile de méditer tout seul, de choisir la méditation comme méthode thérapeutique. On a souvent besoin d'être guidé et il arrive parfois qu'en cherchant des guides, on tombe sur des personnes quelque peu malveillantes qui peuvent se prendre pour des gourous et qui peuvent vous manipuler. Il faut faire attention en ce qui concerne la méditation. Oui. C'est bien de méditer, mais s'il vous arrive de tomber sur un guide qui se prend pour un gourou, qui peut même utiliser l'hypnose pour vous manipuler, donc là vous allez tomber dans le jeu de l'autre. Très bien, c'est très important pour ceux qui sont en philo et qui vont peut-être être ailleurs, en dehors de l'école. C'est très important de savoir que ce n'est pas n'importe qui peut vous guider et qui peut vous aider à vous en sortir. Il y a aussi des prophètes de malheur, c'est-à-dire qui peuvent vous enfoncer. D'accord? Très bien. Pour terminer, merci beaucoup Raphaël.